Bonjour à tous, bienvenue à la première visioconférence organisée par le Monaco Economic Board en partenariat avec la société Ascoma. Nous sommes aujourd'hui très fiers de vous présenter Monsieur Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, un habitué de la principauté, mais aussi le patron des Cahiers verts de l'économie, chroniqueur sur Le Monde, entre autres, bien sûr, chroniqueur économique, multi-récompensé. Jean-Pierre Petit va nous présenter de très nombreuses choses sur le Covid, car quel est le sujet de cette conférence? Eh bien, Covid-19, vers le monde d'après? Vraiment? Alors, avant d'écouter M. Petit, qui va nous dire beaucoup de choses sur l'état de l'économie pendant le Covid, l'état de l'économie à venir par rapport aux indicateurs que nous possédons, et de manière assez approfondie, même franchement approfondie et qui va vous intéresser, nous avons le plaisir d'avoir d'abord M. Hervé Husson de la société Ascoma qui va nous faire une petite déclaration. Monsieur Hervé Husson? Oui, merci Guillaume. Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous annuel avec Jean-Pierre Petit et son analyse sur l'actualité économique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, même si cette fois-ci, Covid oblige, on a été obligé d'organiser par visioconférence. J'aimerais profiter très rapidement de cette occasion pour faire part d'une actualité importante concernant le groupe Ascoma, puisque nous sommes en train de finaliser la session du contrôle du périmètre Afrique groupe international de courtage Chédid. En ce qui concerne l'Afrique, nous étions depuis quelque temps déjà dans une réflexion stratégique suite à de nombreuses sollicitations et l'arrivée de moyens très importants sur le continent. Et après cette réflexion, nous avons finalement décidé d'allier nos forces avec ce groupe international dont le professionnalisme, le sérieux et l'intégrité nous ont séduits. Je voudrais préciser que nous resterons associés à ce nouveau partenaire et que nous siégerons au conseil d'administration pour continuer de participer au développement d'Ascoma, qui est aujourd'hui présent dans 23 pays et qui compte 780 personnes. Le projet ambitieux proposé par le groupe Chédid et les synergies qui seront ainsi créées permettront d'accélérer notre développement et d'augmenter nos moyens d'investissement pour pérenniser notre position de leader dans la région. Je voudrais préciser, c'est très important, que les sociétés monégasques et françaises ne sont pas concernées par ces opérations d'ouverture de capital et nous avons donc désormais l'objectif de nous recentrer sur le développement de nos sociétés ici en principauté et plus généralement dans la région avec des moyens et des investissements supplémentaires qui accroîtront encore la qualité de nos services à nos clients. Et nous le ferons désormais sous le nom de Juto Husson, puisque le nom Ascoma sera réservé au périmètre purement africain du groupe et qui est donc désormais un groupe Ascoma Chédid. Voilà, je n'ai pas été trop long. Guillaume, je vous redonne la parole et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Hervé. Nous sommes très fiers du partenariat que nous avons avec Ascoma jusqu'ici et nous serons très fiers du partenariat que nous allons continuer à avoir avec Juto et Husson. Merci beaucoup. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Alors, Monsieur Jean-Pierre Petit va faire une conférence entière, bien sûr, mais à la fin, nous reviendrons pour poser des questions qui ont été collectées depuis l'annonce de cette conférence par nos membres. Nos membres ont posé des questions par email et à la fin, nous aurons un certain nombre de questions à poser à Monsieur Jean-Pierre Petit. Mais en attendant, Monsieur Michel Dotta, notre président, va faire une introduction un petit peu plus détaillée, bien sûr, un petit peu plus fouillée. Monsieur Dotta, qui est évidemment un fin connaisseur de l'économie, va poser déjà les jalons de cette conférence. Michel, s'il vous plaît. Michel a peut-être un problème de micro. Problème de micro. Ça arrive, c'est un problème technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Michel, c'est à vous. Il a sauté. Michel, on vous entend. Tu m'entends là? Oui. Excusez-moi, c'est bizarre parce qu'on a testé il y a quelques secondes. Bon. Donc, d'abord, mes excuses à tout le monde de ce contretemps. Donc, la COVID-19, qu'est-ce qu'elle a impliqué? Elle a impliqué l'amplification de phénomènes qui étaient déjà en cours.
notamment délaisser la mondialisation au profit d'une mondialisation plus virtuelle ou d'une régionalisation. Il y a eu une adoption accélérée des technologies. Dans les démocraties à revenus élevés, indiscutablement, le monde politique s'est polarisé. La droite nationaliste et protectionniste d'une part, versus une gauche sociale et progressiste. Notre dette publique et le déficit seront beaucoup plus élevés et nous entrerons certainement tôt ou tard dans une hausse des impôts, en particulier pour les pays les plus prospères et les personnes les plus prospères. Jean-Pierre Petit l'a dit souvent, les taux d'intérêt demeureront certainement très longtemps faibles. Comment allons-nous contrôler les GAFAM? Quelles seront les futures relations internationales États-Unis-Chine et quel sera le rôle alors de l'Europe? Enfin, allons-nous revenir, et c'est le sujet, à la vie que nous avons vécue auparavant en termes d'habitude de travail, de déplacement et de loisirs? Je pense que ce sont les principales questions et certainement d'autres auxquelles nous aurons le plaisir maintenant d'avoir Jean-Pierre Petit qui va nous répondre. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, je vais faire une présentation de 40 minutes environ et je vais passer donc au slide dans un instant. Et ensuite, je crois que vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Et donc, je vais directement au slide. Donc, je suis sur la page 1. Et ensuite, je passe à la première partie. Vous avez un petit plan qui vous est présenté, page numéro 2, avec la pandémie, la dimension historique de cette crise, la conjoncture mondiale, la dette, la politique économique, le réveil européen, les élections américaines qui arrivent cette année, et un petit mot à la fin pour les investisseurs, pour les marchés. Sur la pandémie, vous voyez sur ce petit tableau, c'est l'histoire des pandémies depuis 150 ans environ. Et il vous montre quoi? Que toutes les pandémies ont connu des deuxièmes, troisièmes, voire quatrièmes vagues. Ça, c'est la loi historique des pandémies. Sauf qu'il faut y mettre un bémol assez rapidement parce que, évidemment, durant ces pandémies du passé, on ne disposait pas des moyens techniques, scientifiques, pour détecter et traiter et endiguer l'extension des pandémies. C'est la grande différence avec les pandémies du passé. Page numéro 5. Qui a raison, les marchés ou les médias? La question est un petit peu caricaturale, mais si vous regardez les marchés actions mondiaux, ils ont baissé jusqu'au 23 mars, et depuis le 23 mars, c'est-à-dire depuis quasiment 6 mois, ils ont plutôt tendance à monter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le même temps, comme vous le voyez ici, les fameuses requêtes Google sur Covid-19 ont commencé à baisser. Autrement dit, ça veut dire quoi? Même si c'est assez caricatural. Ça veut dire que fondamentalement, les marchés de capitaux ont eu tendance à considérer que progressivement, la pandémie était plutôt derrière nous du point de vue de ses incidences économiques. Et qui a raison? Est-ce que c'est les marchés donc, ou les médias qui nous alertent quotidiennement sur l'extension des contaminations brutes? Ma réponse quand même globale est que c'est plutôt les marchés. Pourquoi? Nous avons considéré dès le printemps dernier au Cahier Vert qu'il y aurait une reprise mondiale à partir du mois de mai-juin, qu'elle se manifesterait très fortement au troisième trimestre et qu'ensuite il y aurait bien évidemment de nouvelles vagues par la suite, c'est-à-dire à partir de l'automne, hiver, etc., mais que ceci ne remettrait pas en cause la reprise mondiale. Ça la freinerait simplement. Et nous avons toujours cette idée en tête. C'est-à-dire qu'on a un gros rebond de l'économie mondiale au troisième trimestre et on a une normalisation progressive de l'activité au quatrième trimestre ou au premier trimestre 2021, mais on ne retourne pas en récession. Pourquoi? Eh bien, c'est les principaux arguments que je mentionne sur la page numéro 5, c'est que fondamentalement, le fameux taux, qui est probablement le ratio le plus important, le taux de reproduction du virus est bien plus faible
qu'en janvier-mars dernier. Il est proche de 1 au niveau mondial. Vous savez que lorsque le taux de reproduction est proche de 1, il suffit de quelques mesures partielles, locales, pour endiguer la pandémie. Lorsqu'il est à 2,5, 3, comme c'était le cas chez nous au mois de mars, eh bien, vous n'avez pas d'alternative à un confinement généralisé de la population. Et quand vous avez un confinement généralisé de la population, forcément, vous entrez dans une forte récession. Nous pensons qu'on devrait pouvoir éviter ce scénario-là à cause des taux de reproduction très faibles du virus. L'autre chose qui est très importante, c'est que la capacité de testing, de tracing dans le monde a énormément progressé. La troisième raison, c'est que le système de santé aujourd'hui dans le monde, surtout dans le monde occidental, est beaucoup mieux préparé et moins saturé. Car il faut reconnaître que depuis plus de 3 mois, le virus touche beaucoup plus de personnes jeunes et moins à risque de complications, contrairement à janvier-mars dernier. Quatrièmement, les normes sanitaires étaient absolument inexistantes en début d'année. Elles se sont généralisées aujourd'hui dans les entreprises, les commerces, les rassemblements collectifs. Cinquièmement, on sait qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes assez claires qui montrent que évidemment, la population est plus sensible aux gestes barrières ainsi qu'au port du masque, qui sont fondamentalement efficaces pour endiguer la propagation de l'épidémie. Sixièmement, on sait que l'immunité est plus large au fur et à mesure du développement de la contamination dans le monde. Et septièmement, la chute du transport aérien international freine beaucoup plus la diffusion du virus qu'en début d'année. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des augmentations de contamination. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, la France, en Espagne, ainsi que dans d'autres pays. Ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est d'ailleurs naturel avec le retour des vacances, la rentrée scolaire dans le monde occidental, et puis au cours des prochaines semaines, des prochains mois, la baisse des températures dans l'hémisphère nord. Mais ça ne remet pas en cause ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, ce ne sont pas les contaminations. Ce qui est beaucoup plus important, ce sont les hospitalisations, les réanimations et bien évidemment les décès. Alors, un petit mot sur les vaccins. Nous n'avons pas d'opinion autonome sur les vaccins, donc nous regardons ce que publient les scientifiques mondiaux dans ce domaine. Et selon les dernières enquêtes, notamment le Good Judgment Project, la probabilité d'avoir un vaccin, on va dire, bien diffusé est de 49%, il y a 2 semaines à peu près, 49% d'ici la fin du mois de mars 2021, c'est-à-dire on va dire dans 6 mois, alors qu'avant l'été, on n'était qu'à 9%. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la probabilité d'avoir un vaccin à horizon proche ou prévisible est beaucoup plus élevée qu'avant l'été. Là, vous le voyez sur ces 2 graphiques, page 6, les taux de reproduction dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit sur la page, sur le graphique de gauche ou de droite, fondamentalement, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le monde occidental, fondamentalement, on est proche de 1, alors qu'en février, comme vous le voyez ici, février-mars, on était entre 2 et 3. Le testing a progressé. Vous le voyez, le testing dans le monde, vous avez une étude Oxford Economics sur le testing dans le monde. Aujourd'hui, sur le testing des gens contaminés officiellement, on a un niveau mondial légèrement supérieur à 75%. Au mois de janvier, janvier-février, on était autour de 25-30%. Le testing a progressé dans tous les grands pays à peu près, et c'est évidemment un moyen d'endiguer, même si ce n'est pas le seul bien évidemment, d'endiguer la propagation de la maladie, de l'épidémie. Page numéro 8, un autre argument, c'est que le système de santé est mieux préparé et moins saturé, car le virus touche plus de personnes jeunes et moins à risque de complications. On le voit en France. Vous le voyez sur ce graphique bleu. Là, c'est les seniors touchés par des contaminations. Eh bien, la proportion a considérablement baissé depuis le mois de mai. Elle a un tout petit peu augmenté dernièrement, probablement à l'occasion de la rencontre des grands-parents ou des arrière-grands-parents avec leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. On le voit aussi dans d'autres pays, mais fondamentalement, que ce soit en France ou aux États-Unis, la part des seniors, là aux États-Unis, on le voit ici, les 70, 79 ans, ou alors
en bleu les 50-69 ans, bien la répartition des nouveaux cas de contamination chez ces classes d'âge âgées a diminué. Et bien évidemment, sur le plan du traitement hospitalier et sur le plan des décès, bien évidemment, les choses ne sont pas neutres parce que ça améliore considérablement ces données-là. Un petit mot, page numéro 9, sur ce slide qui traite de la popularité des gestes barrières et du port du masque. Fondamentalement, même aux États-Unis, où on dit souvent dans la presse que les gens sont relativement réticents à porter le masque, juste que dire que la popularité, entre guillemets, du masque d'une manière générale ou des normes sanitaires a progressé. Par exemple, sur le port du masque, je n'ai pas le temps de tout décrire ce slide, mais sur le port du masque, vous avez 92% des sondés démocrates et 68% des républicains qui y sont favorables. Le port du masque a progressé d'une manière générale dans le monde. Page numéro 10, ce qui est intéressant, c'est les incidences de la pandémie sur la macro. L'indicateur le plus significatif de cette incidence de la pandémie sur la macro, c'est les fameuses indices de mobilité que vous voyez sur la gauche. Évidemment, quand il y a du confinement, la mobilité s'effondre. C'est ce qu'on a vu dans le monde à partir de février-mars. Ça a chuté. Et depuis, c'est remonté. Alors, la nouvelle vague, la deuxième ou parfois troisième vague, a-t-elle remis en cause la hausse de la mobilité? Je dirais que ce qu'on voit depuis le début du mois d'août, c'est un plateau, on va dire. Mais encore une fois, un plateau, sans remise en cause, évidemment, de l'amélioration qu'on observe depuis le mois d'avril. Et donc, pour moi, ça veut dire quelque chose de très important. C'est vrai qu'il va y avoir un freinage de la reprise au 4e trimestre, mais encore une fois, pas de retombée en territoire négatif. Un autre indicateur sur la droite qui va vous paraître peut-être un petit peu plus anecdotique, mais qui se révèle assez important au fond, ce sont les dîners dans les restaurants dans le monde. Je ne vous apprends rien en vous disant que, évidemment, les secteurs qui ont été le plus directement frappés par Covid-19, ce sont les services à forte proximité humaine, dont l'hôtellerie, la restauration, ainsi que, évidemment, les transports, les spectacles, les loisirs, l'événementiel, la culture, etc. Donc, ce sont tous les services où il y a une proximité sociale assez élevée, donc, dont évidemment la restauration et les restaurants. Vous voyez, fondamentalement, depuis le mois de mai, ça remonte dans le monde. Alors, on n'a pas retrouvé les niveaux de février, mais il n'y a pas de remise en cause, en l'état actuel des choses, de la tendance à l'amélioration. Alors, d'un point de vue global, page numéro 11, regardons un petit peu, parce que quand même, depuis 3-4 mois, la situation globale, c'est quand même, si je devais faire la distinction entre pays riches et pays émergents, eh bien, c'est plutôt dégradé dans le monde émergent que dans le monde riche. Et il y a, avant le mois d'août, il y avait 2 zones qui nous posaient des problèmes. C'était l'ensemble du continent latino-américain et l'Inde. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour simplifier les choses, là, vous avez sur la droite, page numéro 11, le nombre de nouveaux cas dans les 4 principaux pays émergents, les fameux BRIC, comme on dit, Brésil, Chine, Inde, Russie. La Chine, ça ne bouge plus depuis le début, pratiquement. La Russie ainsi que l'Europe de l'Est s'en tirent très bien, d'ailleurs, dans cette crise depuis 6 mois. Et on avait 2 autres sujets sur les 2 autres BRIC. C'était le Brésil, où ça augmentait très fortement jusqu'au mois de juillet. Depuis, ça s'améliore un petit peu, vous voyez, le Brésil. Par contre, un autre pays où ça va très mal, où ça a été très mal, et la situation reste très détériorée, ce pays va beaucoup souffrir au niveau macroéconomique, va enregistrer une récession d'une violence inouïe que, évidemment, ce pays-là n'a jamais connue depuis 1947, c'est l'Inde. Alors, malgré une toute petite amélioration dernièrement, vous avez une croissance exponentielle du nombre de nouveaux cas extrêmement ennuyeuse. Et dans les autres gros pays émergents qui suivent, dans le G20, eh bien, le Mexique aussi se dégradait, comme les autres pays d'Amérique latine. Et ça, là, ça va un petit peu mieux dernièrement. Sinon, dans les grands pays émergents, la Turquie s'en tire bien. L'Indonésie, ça va un peu plus mal, mais dans l'ensemble, elle s'en tire relativement bien. Donc, voilà, le point principal aujourd'hui de dégradation, ça reste évidemment l'Inde. On avait un sujet avant le mois d'août également, c'était les États-Unis, et pas tous les États-Unis, mais tout particulièrement les États du Sud, comme la Californie, le Texas, la Floride. Vous voyez, je viens de vous citer des États fédérés
La Californie, c'est 15% du PIB américain. Le Texas, c'est 9% du PIB américain. La Floride, c'est 5,5%. Ce sont des États importants. Et on voyait la situation se dégrader quand on voit, par exemple, le nombre d'hospitalisations Covid dans certains États. Eh bien, depuis, on va dire, le début du mois d'août, ça s'améliore assez fortement. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le momentum, si je puis dire, de contamination s'améliore aux États-Unis. En Europe, qu'est-ce que l'on peut dire? Au niveau des contaminations brutes, il y a quand même dans les grands pays européens deux pays où ça se dégrade indéniablement depuis la fin du mois de juillet, début du mois d'août. C'est l'Espagne et la France. Mais encore une fois, il faut bien ajuster. Encore une fois, les contaminations brutes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, compte tenu de la structure de la population, compte tenu du testing également. Si vous ajustez le nombre de nouvelles infections en Europe, du testing pratiqué, vous apercevez dans les 5 grands pays européens que certes, ça progresse un petit peu dernièrement, quand même, il ne faut pas se le cacher, mais on est très très loin des niveaux du mois de mars-avril. Voilà, alors sur la France, il y a eu indéniablement une progression, effectivement, depuis la fin juillet, du nombre de cas positifs, mais ça a été à peu près en correspondance avec l'augmentation du nombre de tests, bien évidemment, mais sur les réanimations, sur les hospitalisations, malgré une très légère dégradation dernièrement, au cours des derniers jours, on est très très loin des niveaux du mois de mars-avril. Voilà. Et je voudrais finir sur la pandémie en vous rappelant que quand même, à la fin du match, ce qui compte le plus, ce sont les décès au niveau mondial et que le ratio décès sur infection dans le monde a chuté depuis la mi-avril et depuis, on va dire, 3 mois environ, 2 mois et demi, on reste sur un plateau beaucoup plus faible que ce qu'on avait au mois d'avril. Et même chose évidemment pour la France, à un plus bas niveau encore, le ratio décès sur infection officielle est resté très très bas. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, même si il est probablement trop tôt aujourd'hui pour avoir une réponse définitive, c'est est-ce qu'on a eu raison de confiner, faire des opérations de confinement général de la population au mois de mars-avril dans un grand nombre de pays occidentaux. Vous savez qu'il y a un pays qui a refusé cette méthode, enfin, pour l'essentiel, et qui a accepté, un des rares pays démocratiques à avoir accepté la thèse de l'immunité collective, c'est la Suède. La Suède, vous le voyez en gris ici, sur la gauche, c'est un des pays qui a le moins restreint les mouvements par rapport à la France. Voilà. Dit autrement, c'est un pays qui a moins confiné. Alors évidemment, le prix à payer, ça a été un nombre de décès Covid pour 1 million d'habitants un peu supérieur à la France, qui est resté d'ailleurs constant. Mais alors, sur le plan macroéconomique, je voudrais juste vous dire quand même que par rapport à la France, même s'il y a d'autres causes, la Suède ne va enregistrer cette année que moins 3% de récession, alors que la France, ça va être au moins 8%. Donc, il y a une réflexion à se poser sur l'efficacité du confinement. Est-ce qu'on n'a pas fait ça dans la précipitation, dans la foulée de ce qu'avait décidé la Chine? C'est une question auquel les historiens répondront dans 3-4 ans, ou les scientifiques, les économistes répondront dans 3-4 ans. Je dirais que ce qui est fait, mais simplement, ça doit faire réfléchir, si jamais les choses se dégradent, à notre action future. Et si on pouvait éviter un reconfinement général, même si les choses se dégradaient, je pense que c'est une question légitime et je pense qu'on devrait éviter un reconfinement général. La dimension historique de cette crise, je vais être rapide, mais on a vraiment assisté à une crise historique. Jamais le confinement de la moitié de la population mondiale n'avait été effectué. C'est une crise globale dans toutes les régions. Tout le monde a été frappé. Je vous rappelle qu'après Lehman Brothers, la Chine, en 2009, avait quand même eu une croissance de 9,5, donc elle a été très peu touchée. L'Inde, 7,5. Or, là, on va avoir une Chine qui va descendre cette année grâce à sa reprise à 2,5 à peu près, et l'Inde va être à moins 9, moins 10. Donc, c'est une crise générale. C'est une crise globale aussi dans la quasi-totalité des secteurs. Jamais les services n'avaient été aussi atteints. Vous avez un choc mondial
sur les services pour des raisons très claires que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui est quasi équivalent à l'industrie, alors que d'habitude, dans les crises, les services résistaient beaucoup mieux. Vous le voyez sur ce graphique, page 19, la proportion de pays en récession, là, en haut, dans le monde, a atteint 93%, ce qui, au mois de mars, ce qui, de toute l'histoire des récessions depuis 150 ans, n'avait jamais été vu. Même durant la Grande Dépression, même durant les 2 conflits mondiaux, on n'avait pas vu ça. Donc, c'est une diffusion de la crise extrêmement puissante. Et en termes d'ampleur de la crise, là, vous avez la variation du PIB par tête durant les récessions. Le PIB va baisser de 4%, la croissance de la population mondiale est à peu près constante. On va avoir c'est ici, c'est la 4e pire baisse du PIB par tête depuis 150 ans, si on admet l'idée que la croissance va baisser de 4% cette année. Et on dépasse seulement la Grande Dépression du début des années 30 et les 2 conflits mondiaux. Voilà. Donc, c'est une crise extrêmement sévère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de bonnes et mauvaises nouvelles ? Ce qu'on peut dire, c'est, en tant que bonne nouvelle, c'est la grande proactivité des États et des banques centrales. Ça, c'est très bien. Il faut continuer, d'ailleurs, là-dessus. Deuxièmement, c'est l'abandon des règles budgétaires absurdes en Europe, qui est une bonne nouvelle. On a arrêté avec nos critères un peu stupides de limitation des déficits publics à 3% du PIB, ce qui n'a aucun sens, etc. Ce qui n'avait déjà aucun sens, mais là, qui dans la situation actuelle en a encore moins. Ce qu'on peut dire également, c'est que le flux de crédit aux entreprises a été maintenu. Le crédit bancaire, notamment grâce aux garanties d'État, évidemment, et aussi les émissions d'entreprises sur les marchés ont continué. Il y a eu un peu de coopération internationale. Il n'y a pas eu de vague de protectionnisme particulière. Il y a eu éventuellement des discours, mais il n'y a pas eu de vague de protectionnisme comme dans les années 30. Il y a eu des accords de swap en dollars avec les banques centrales émergentes, des restructurations de dettes. Donc, la coopération internationale s'est maintenue à peu près. Et plus récemment, je dirais, il y a 2 bonnes nouvelles depuis 4 mois. La première chose, c'est l'accord Merkel-Macron du début du mois de mai, qui a débouché sur le plan de relance européenne, qui est une assez bonne réponse à la crise. Et puis la baisse du dollar également. Là, vous allez me dire, la baisse du dollar, c'est un petit peu un challenge pour l'Europe, c'est exact, mais au niveau mondial, c'est plutôt favorable, et tout particulièrement, évidemment, pour les pays émergents qui sont très sensibles à la valeur du dollar. Dès que le dollar baisse, en général, c'est plutôt bon pour les pays émergents à cause de leur dette libellée en dollars, à cause du fait que quand le dollar baisse, les prix des matières premières remontent et ça aide un certain nombre de pays émergents. Parmi les mauvaises nouvelles, c'est évidemment tout le potentiel de croissance qui va être perdu, les faillites d'entreprises, les défauts, puis les faillites d'entreprises, les pertes de productivité qui viennent évidemment des normes sanitaires, les pertes d'emplois dans un certain nombre de secteurs comme le transport aérien, l'aéronautique, l'hôtellerie, le tourisme ou la distribution traditionnelle, qui ne vont pas être recréés rapidement dans les industries d'avenir. Les industries d'avenir, vous le savez bien, c'est la tech, la santé, le matériel médical. Les gens qui sont sur le carreau dans l'aéronautique ne vont pas retrouver un job très facilement dans ces secteurs-là. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un stock, ce qu'on appelle en théorie économique l'hystérèse du chômage, c'est-à-dire un niveau de chômage structurel, d'une certaine manière, qui risque de durer dans le monde pendant un certain temps. Alors, n'ayons pas de biais nécessairement pessimistes. C'est fatigant d'entendre des discours apocalyptiques pessimistes depuis 6 mois. Ça ne veut rien dire. Tout dépend de ce qu'on va faire. Il ne faut pas nécessairement être pessimiste. Vous savez, après 1945, tous ceux qui faisaient des prévisions, notamment l'ONU, étaient très pessimistes. Vous aviez 2 pôles majeurs de l'économie mondiale. L'Europe de l'Est comme l'Europe de l'Ouest était ruinée, archi-endettée. Le Japon était ruiné, on dit éternellement. Et personne n'avait anticipé les 30 Glorieuses. Voilà. Juste vous rappeler ça. Après la grande stagflation des années 70, à la fin des années 70, au début des années 80, personne n'était optimiste. Tout le monde parlait du déclin américain. Certains parlaient de la victoire de l'Union soviétique. Personne n'avait anticipé les années Reagan, l'extraordinaire développement des nouvelles technologies, les 4 décennies extraordinaires d'expansion de la Chine. Donc, pas de biais nécessairement pessimiste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences macro-stratégiques auxquelles on assiste et on va continuer d'assister prochainement? Premièrement, je vous dirais, les politiques budgétaires vont continuer d'être très accommodantes.
Il ne s'agit pas que de limiter les pressions récessives. Il faut aussi savoir qu'après, il faudra encore emprunter énormément pour investir massivement si on veut sortir par le haut de cette crise. Et c'est le cas du plan de relance français, par exemple. Deuxièmement, même chose pour les politiques monétaires. Les politiques monétaires, et c'est ce que vient de vous dire la Réserve fédérale dernièrement, elles vont rester accommodantes pendant très, très, très longtemps. Voilà. Et en Europe, c'est pareil, ça va même être encore pire, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'en Europe, la BCE a besoin de bien transmettre la politique monétaire, non pas seulement en moyenne, mais dans les pays les plus faibles, les plus affaiblis, hein, notamment l'Europe du Sud et la France. Donc, il y a un biais expansif pour la politique monétaire européenne. Donc, attendez-vous à ce que les taux avant Covid, je disais que les taux d'intérêt resteraient très, très bas, très, très longtemps. Depuis Covid, je dis que les taux d'intérêt resteront très, très, très bas pendant très, très, très longtemps. Attendez-vous à une politique monétaire quasi éternellement expansive. Voilà. En fait, ça va nous faire ressembler un peu plus au Japon, tout particulièrement en Europe. Je vous rappelle qu'au Japon, depuis 25 ans, le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale est proche de zéro. Autre conséquence stratégique, on va juste rappeler que dans les grands discours sur les mutations du capitalisme mondial, je me méfie, d'abord parce que c'est les guerres et non les pandémies qui débouchent sur de fortes mutations du capitalisme mondial. Je ne crois pas à une remise en cause globale, générale de la globalisation. Je crois à une accentuation de la régionalisation des chaînes de valeur. Ce n'est pas la même chose. On le voyait déjà avant, ça va s'accélérer, d'accord. La Chine va se concentrer sur son marché intérieur. Elle s'est aperçue à l'occasion de Covid, mais c'était déjà le cas avant, qu'il y avait de la résistance aux États-Unis et dans les autres pays occidentaux à sa stratégie mercantile. Donc, l'avenir de la Chine, c'est plutôt son marché intérieur, la consommation intérieure. Même chose pour la zone euro. Angela Merkel, finalement, a réalisé que sa stratégie aussi à elle, la stratégie allemande, avait des limites. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec Trump, les États-Unis et la Chine, sa capacité à exporter tous azimuts avait des limites. Et ce qu'elle imposait à l'Europe, c'est-à-dire une restriction de la demande intérieure, notamment à l'Europe du Sud et à la France, n'avait pas beaucoup d'intérêt. En fait, ce qu'a fait l'Europe au cours des dernières années, c'est d'accumuler un excédent extérieur de 7 points de PIB avant Covid qui servait à rien. Parce que c'est ce surplus d'épargne qu'il y avait en Europe, il était exporté vers les États-Unis. C'est-à-dire ça allait renflouer le déficit public américain. Ça ne rapportait rien. Et les États-Unis, le moins qu'on puisse dire, on a pu s'en apercevoir depuis 4 ans avec Trump, ne nous le rendaient pas. Donc là, alors qu'il y a plein de besoins en Europe, il y a plein de besoins au niveau de la transition climatique, transition énergétique, de la transition numérique sur les très en retard, sur les infrastructures en Allemagne, en Italie, en France. Il y a plein de besoins d'investissement. Ce serait bien de rapatrier ce surplus d'épargne vers l'Europe. Et c'est ce que commence à faire un peu le plan de relance européen. Ce qu'on peut dire aussi dans les conséquences stratégiques, c'est que la Chine a vu son soft power diminuer, c'est assez évident. On a beaucoup dit que Covid-19 favoriserait la victoire des populistes. C'est pas vrai. Trump, Bolsonaro, Johnson, López Obrador ne sont pas particulièrement sortis. Pas nécessairement de défaite des démocraties. Là, on a beaucoup baratiné là-dessus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les pays qui s'en sont le mieux sortis pour l'instant, en 6 mois de crise, c'est la Scandinavie, qui sont des pays démocratiques, la Suisse, la Nouvelle-Zélande en Occident. Et dans le monde, ces 2 nations est-asiatiques que sont le Taïwan et la Corée du Sud. Et ce sont 2 nations démocratiques. Il y aura des changements dans l'organisation du travail, avec le télétravail, ça c'est sûr. Attention aussi au conte de fées là-dessus. Explosion du télétravail, on verra. Accélération, oui. Et explosion, on verra. Ce qui est salutaire, par contre, pour l'organisation du travail, je trouve qu'il y a une Covid a généré une véritable réflexion sur l'importance de la proximité physique dans le travail. C'est en cela que Covid a été utile d'une certaine manière. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les relocalisations ? On avait l'impression au mois de mars-avril que dans le discours public, tout particulièrement en France, que ça avait été une erreur, en quelque sorte, de
de tout transférer, de délocaliser les unités de production dans les pays émergents. En fait, on a redécouvert les coûts de la désindustrialisation, en fait, d'une certaine manière. On savait que la désindustrialisation nous avait coûté très cher. Des gains de productivité en moins, de la recherche-développement en moins, des filières éducatives en moins, une désertification de certaines parties du territoire. Voilà, donc ça, on le savait. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Covid-19 a rajouté une quadruple dimension, un sentiment de dépendance sanitaire, ce qui, quand même, pour un pays comme la France, n'est pas terrible, une dépendance particulière à l'égard de la Chine, ce qui n'est pas terrible si on rentre en guerre froide avec la Chine. Troisièmement, on a vu les services d'habitude jouent le rôle contracyclique. Ben là, je l'ai dit tout à l'heure, ne l'ont pas joué. Et on s'est aperçu que pour être une nation puissante, surtout quand il y a des manifestations d'ambition impériale, on va dire, à l'est de l'Europe, ou ici ou là, ben l'industrie ajoute de la puissance. Alors, est-ce que pour autant, on va voir des relocalisations massives au cours des prochains mois, etc. Bon, il ne faut pas rêver. D'abord parce que vous avez un super choc de profitabilité dans le monde qui va accentuer la pression sur les entreprises pour limiter les coûts. Quant aux ménages, dans le monde, ils ont des pressions sur le revenu, donc ça va plutôt favoriser les produits low cost. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va relocaliser massivement les industries traditionnelles. Et je vous dirais d'ailleurs que ça n'a pas grand sens de relocaliser la fabrication des baskets, des t-shirts ou des écrans télé. Ça n'a pas grand sens. Ce qu'il faut relocaliser, notamment pour un pays comme la France, c'est les activités haut de gamme. Un pays de 45 000 $ par habitant, ça a du sens. Et ce à quoi on pense en situation post-Covid-19, c'est évidemment rapatrier la pharmacie, rapatrier le matériel médical. Ça a du sens de rapatrier ça en Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est un continent riche, de 50 000 $ par habitant, profond, assez large, de 450 millions d'habitants, sur lesquels il y a des rendements d'échelle qu'on peut exploiter. Voilà. Donc ça a du sens, si vous voulez. Par contre, il ne faut pas croire que ça va se faire automatiquement. Et la France est en concurrence avec d'autres pays européens, avec la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Voilà. Sur la pharmacie, par exemple, elle est en concurrence avec la Suisse. Pourtant, la Suisse a un coût du travail plus élevé, mais elle est plus forte pour tout un tas de raisons. Alors, dans l'industrie, elle est plus forte d'ailleurs, parce qu'elle a un très bon système éducatif, un très bon système de formation, une fiscalité d'entreprise assez attrayante. Enfin bon, voilà. Donc, on en revient à tout le débat sur l'attractivité du territoire. Et donc, les relocalisations, elles se feront que si le territoire français est attractif, ce qui n'est pas le cas maintenant. Un petit mot sur les gagnants-perdants. Écoutez, en termes de catégorie sociale, les perdants, c'est toujours les mêmes, quelle que soit la nature de la crise. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est les travailleurs temporaires, les artisans indépendants, sous-traitants des grandes entreprises et les jeunes. Les secteurs gagnants, c'est la tech, santé, commerce en ligne, voilà, ainsi que la pharmacie et le matériel médical. Les grands perdants qui risquent de durer même après la fin de la pandémie, c'est le tourisme de masse à longue distance, probablement le transport aérien au moins pour un certain temps, et donc l'aéronautique. Les pays gagnants, je dis, c'est les pays est-asiatiques démocratiques et les pays scandinaves et la Suisse. La conjoncture mondiale, écoutez, plutôt que de vous montrer des beaux graphiques, page 26, je vais vous dire des chiffres, ça va être beaucoup plus simple. On a une baisse annualisée en rythme annuel du PIB mondial de 15% au premier semestre. Voilà. C'est très fort. C'est un truc qu'on n'a jamais vu sur l'après-guerre. C'est 3 fois ce qu'on a enregistré au pire moment de la grande crise financière. C'est 3 fois ce qu'on a enregistré durant les 6 mois qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers. Voilà. Donc, on a une reprise au T3. Je voudrais juste vous dire, c'est ce que je mets ici, malgré cette reprise au 3e trimestre, on a une baisse moyenne du PIB de 4% en 2020. C'est le pire résultat depuis les années 30. Dans le G20, il n'y a que la Chine qui est en territoire positif, avec 2,5% à peu près pour cette année. Pour l'instant, les États-Unis s'en sortent mieux que l'Europe. Si je regarde le match États-Unis-Europe, ils ont mieux fait au premier semestre, mais au deuxième semestre, la zone euro va surperformer les États-Unis. En moyenne, si vous voulez, les Américains vont s'en sortir un peu mieux. Cette année, ils vont faire -4, -4,5, alors que nous, en Europe, on va faire environ -6,5. Il n'y a pas de divergence France-Allemagne, il y a une divergence ensemble des grands pays européens par rapport à l'Allemagne. France, UK, Italie, Espagne, tout ça, ça va faire environ -8, -9, alors que l'Allemagne va faire environ -4, -4,5 à peu près. Voilà. On a une reprise au très fort 3e trimestre de 3% au niveau mondial. Ça va se normaliser au 4e trimestre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ce qui est le plus frappant dans la conjoncture, c'est qu'on a une explosion du taux d'épargne à cause de l'épargne forcée, l'épargne de précaution dans le monde de la part des ménages, évidemment. La vraie difficulté pour les prévisionnistes, c'est de prévoir quel va être le rythme et l'ampleur de la baisse du taux d'épargne au cours des prochains trimestres. Là, vous avez un petit tableau simplifié de la croissance annualisée au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, dans les 3 zones systémiques mondiales, les États-Unis, la Chine, la zone euro. Et vous avez sur la droite la moyenne 2020, la moyenne 2021. Vous voyez au T3, le T3 est très fort, hein, 25% aux États-Unis, 18% en Chine, 60% en zone euro, sachant que la Chine a démarré très fort dès le deuxième trimestre. Et en moyenne 2020, je vous ai dit, moins 4,5, 2,5, moins 6,5. Et en 2021, alors là, on a plus d'incertitudes, notamment on ne sait pas aux États-Unis qui occupera le bureau ovale le 21 janvier prochain, mais enfin disons 3,5, 8, 5,5. Voilà. Pourquoi ça ne s'améliore pas plus rapidement, plus au quatrième trimestre et tout ça? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est à cause des normes sanitaires qui vont demeurer pendant un certain temps, à cause du comportement précautionneux des gens également, voilà, à cause du fait que le transport aérien ne va pas redémarrer tout de suite, et puis à cause des dommages collatéraux du choc pandémique, hein, c'est-à-dire les faillites des entreprises, la dégradation du bilan des banques et le chômage structurel. Alors, pour l'instant, sur la conjoncture, vous le voyez, quand il y a des gros débats sur est-ce qu'on allait avoir une reprise en V, U, W, L, ou pour le fait que ça n'avait pas beaucoup ce débat n'avait pas beaucoup d'intérêt. À court terme, c'est bien évident que quand vous avez une reprise après un tel choc, c'est toujours en V. Hein. D'ailleurs, vous le voyez sur les indicateurs de directeurs d'achat, manufacturiers, c'est du V. Voilà. Après, les indicateurs avancés du secteur manufacturier mondial, en bas à gauche, c'est l'écart entre les nouvelles commandes et les stocks, elles sont plutôt orientées à la hausse. Donc, c'est plutôt bien. Vous avez d'autres indicateurs qui montrent que c'est bien orienté. Par exemple, nous, on aime bien suivre ça. Les ventes de semi-conducteurs, la production d'acier qui a bien remonté. Le commerce extérieur en Asie de l'Est, pourquoi? Parce qu'ils sont en avance par rapport à nous dans la pandémie. Et on voit d'ailleurs que le commerce extérieur est remonté en Asie de l'Est, en grande partie grâce à la tech. Voilà. Alors, la consommation est fortement reprise après un gros choc au niveau mondial. Vous avez un proxy de la consommation à travers les ventes au détail. Simplement, ça ne repart pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer parce que la confiance des ménages reste basse évidemment à cause des craintes sanitaires et des craintes économiques, surtout maintenant. Voilà. Alors, la dette, vous savez, la dette explose, mais ça fait 40 ans que la dette explose. Et à chaque crise, ça augmente un peu plus. C'est une vieille histoire, la dette. Hein. Ça fait 40 ans que ça augmente la dette. Et comment on a régulé ce truc-là, en fait, quel a été le moyen principal de réguler la dette? Vous avez la réponse sur la droite. C'est la plus forte baisse des taux d'intérêt de l'histoire depuis 40 ans. Donc, vous avez une explosion de la dette et vous avez une baisse des taux d'intérêt pour assurer la soutenabilité de la dette. Tout le monde parle de l'augmentation de la dette publique. Aujourd'hui, elle va passer à 125 en France, à 160 en Italie, c'est horrible, etc. Ce n'est pas le sujet. Parce que dans tous les pays qui empruntent dans leur monnaie, c'est-à-dire la totalité des pays riches, un grand nombre de pays émergents, ce n'est pas un sujet parce que c'est la Banque centrale qui rachète. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas un sujet de court terme en tout cas. Le vrai sujet, à mon avis, actuellement dans la dette, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans le grand public, c'est la dette des entreprises. Parce que la dette des entreprises a progressé depuis 10 ans, notamment aux États-Unis, en Chine, en France, et que là, aujourd'hui, vous avez une baisse de la profitabilité et une montée de l'endettement. Donc, le vrai risque sur la macro prochaine, ce n'est pas tellement la dette des États, c'est plutôt, du moins de ceux qui empruntent dans leur monnaie, c'est plutôt la dette des entreprises. Alors, je vais passer directement au slide suivant. Le moyen de juger de la soutenabilité de la dette des entreprises, c'est de regarder ce qu'on appelle le ratio de couverture des intérêts, c'est-à-dire le ratio entre les profits et les charges d'intérêt. Voilà. Alors, dans les deux grandes zones que sont les États-Unis et l'Europe, si on était très élevé, par exemple, si on avait beaucoup de profits par rapport aux charges d'intérêt avant Covid, on se dirait, bon, on est assez à l'aise. Si on était très bas, on n'a pas beaucoup de profits par rapport aux charges d'intérêt, on se dirait, on est très mal. Bon, aujourd'hui, avant Covid, on était dans une situation médiane. Comme on a quand même un choc de profitabilité, une montée de la dette, il y a des gens qui se posent des questions quand même. Alors moi, ce que je pense depuis le début là-dessus, page 35, je voudrais juste vous dire que moi, je ne crois pas, malgré les difficultés, je ne crois pas à un choc de dette corporate.
Pourquoi? Parce que cette récession, pour violente qu'elle soit, elle va être très courte, limitée à 3-4 mois en fait. On ne va pas comme après Lehman avoir une récession qui dure 18 mois. Donc la profitabilité repart déjà en Chine, repart déjà aux États-Unis à la hausse. Ensuite, surtout parce que les autorités publiques sont intervenues comme jamais elles sont intervenues pour assurer la soutenabilité de la dette des entreprises. Ce n'est pas seulement la politique monétaire qui a baissé les taux à zéro, qui rachète des obligations d'entreprise aux États-Unis et en Europe, qui invente des structures de refinancement spéciales dirigées vers les entreprises, au niveau réglementaire, pensez en particulier aux garanties d'emprunt, aux reports de charges, aux allègements prudentiels. Jamais on n'a vu une telle mobilisation des autorités publiques pour assurer le refinancement des entreprises, la survie des entreprises, c'est ça que ça veut dire. Et en plus, je trouve qu'il y a bien conscience chez les autorités de maintenir ces dispositifs de soutien, même après le redémarrage de l'activité. Et je voudrais juste vous dire sur le slide suivant qu'il y a un graphique qui montre bien, qui exprime bien cette action massive de la sphère publique. C'est le graphique en bas à gauche, le taux des obligations corporate aux États-Unis. C'est très important. Les entreprises américaines, elles recourent beaucoup au marché des obligations. Le high yield, c'est plus de 6% du PIB. Voilà. Alors, regardez ce qui s'est passé sur les refinancements. Si je vous avais dit au mois de janvier que l'économie américaine allait connaître sa pire récession depuis 1929, vous m'auriez dit, bon, les taux high yield, ils vont exploser, ils vont monter plus haut qu'après Lehman Brothers en 2008. Eh bien non. Grâce à cet interventionnisme public, c'est monté à peine un tiers au mois de mars, à peine un tiers du niveau de 2008. Et depuis, on est quasiment retrouvé ces niveaux normaux, si je puis dire, ce niveau pré-crise. Pareil pour l'investment grade. Vous voyez, cet interventionnisme massif va limiter la casse. C'est ma conviction principale. Un petit mot sur les politiques économiques. Très bien pour la politique monétaire. Voilà. Vous voyez en bleu, là, ce qui est intéressant, c'est tout le quantitative easing, c'est tous les flux de rachat d'actifs par les banques centrales en bleu là, depuis le mois de mars. Par rapport au rouge, c'est ce qu'on a fait depuis Lehman Brothers en moyenne annuelle. C'est le double à peu près. Voilà. On a fait le double. Voilà. Et le bilan de la Banque centrale américaine a explosé à la hausse. Voilà. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que la Réserve fédérale nous dit que ça va continuer. La Réserve fédérale, aujourd'hui, elle vous dit une chose, c'est que tant qu'on n'aura pas retrouvé le niveau d'inflation tendancielle à 2%, non pas en instantané, non pas en glissement annuel à un moment donné, c'est-à-dire est-ce que l'indice des prix à la consommation est à 2%, elle ne resserrera pas. Elle est en train de vous dire, la Fed, et ça va avoir une influence mondiale, elle vous dit que dans la phase de reprise, même si l'inflation dépasse les 2%, va vers 2,5, 3%, elle ne resserrera pas. Pourquoi? Parce qu'à cause de la récession, elle aura été pendant plusieurs trimestres, peut-être pendant plusieurs années, comme c'est le cas aujourd'hui, sous les 2%. Elle résonne en niveau tendanciel. C'est ce qu'on appelle l'inflation targeting. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux longs vont rester très bas, alors que quand l'inflation va remonter, elle remonte un petit poil maintenant, pas beaucoup, mais un petit poil, eh bien, ça veut dire que les taux réels, c'est ça qui compte en macroéconomie, comme vous le voyez aujourd'hui, les taux réels vont rester négatifs, comme c'était le cas dans les années 70. On avait géré la grande crise, le grand choc pétrolier, le premier choc pétrolier, par l'augmentation de la dette qui avait été conséquente, par des taux réels négatifs. À l'époque, ça s'expliquait par une inflation à 2 chiffres qui dépassait la hausse des taux d'intérêt longs nominaux. Là, ce qui va se passer, c'est que les taux longs nominaux vont rester proches de 0, 0,5 ou des choses comme ça, et l'inflation remontant, ça va générer des taux d'intérêt réels négatifs qui vont permettre, dans le temps long, de gérer une partie de la progression de la dette. Voilà. Quant à l'impulsion budgétaire, elle est assez massive. On a à peu près, dans le monde, 3,5% d'impulsion positive en 2020-2021. C'est le truc le plus fort sur l'après-guerre de toute l'histoire du temps de paix. C'est une impulsion quand même non négligeable, mais je pense qu'on devrait aller plus loin. Un petit mot sur le plan de relance français, c'est pas mal au niveau de l'offre. Il faut aider les entreprises car la profitabilité des entreprises a chuté, la dette a explosé, les normes sanitaires se sont développées, ce que je vous ai dit tout à l'heure. La baisse des impôts de production, il n'y a rien de plus bête que les impôts de production français. C'est 2 fois la moyenne européenne, 7 fois la moyenne allemande. Ce n'est pas possible qu'on ait maintenu ce truc-là pendant des années,
Évidemment, ça fait baisser le taux de survie des entreprises quand il y a une récession. Évidemment, ça augmente le point mort, c'est terrible. Donc, c'était bien de baisser ça. Le problème de l'attractivité de la France reste entier. Donc, voilà. Parce qu'on a l'impression, quand on écoute certains médias, que parce qu'on a mis un plan de relance en Europe au mois de juin, c'est bisounours, on est tous très solidaires et ça va supprimer et ça va réduire la concurrence intra-européenne. Ben non, pas du tout. La concurrence intra-européenne, elle demeure. Le marché unique européen, il demeure. Il faut aider l'offre parce que la croissance potentielle va, hélas, probablement baisser en raison des faillites et du chômage structurel. Il faut redresser l'investissement qui va baisser de 20% cette année. Et puis, il y a des choix stratégiques qu'il fallait faire en faveur de l'énergétique et du technologique. C'est normal. En plus, il y a deux autres trucs plutôt sympathiques dans ce plan. C'est l'engagement à ce que les impôts ne progressent pas dans le futur et l'engagement à ne pas lier les aides aux entreprises à des conditionnalités. C'est pas mal. Par contre, quand on me dit c'est important, 100 milliards, je voudrais juste vous rappeler que le PIB cette année va baisser de 200 milliards, que le pays va perdre environ 750 000 à 800 000 emplois. Donc, ce n'est pas terrible. Non, ce n'est pas terrible. Et il aurait fallu faire plus sur la demande, hein, je pense. D'ailleurs, il n'y a pas d'opposition entre l'offre et la demande. L'une ne va pas sans l'autre. Et donc, moi, je pense qu'on aurait dû aller plus loin. Hein. On aurait dû aller plus loin. La mise en œuvre, en plus, est trop diffuse. Il y aura nécessairement des problèmes de mise en œuvre opérationnelle. On ne sait pas comment on va mettre en place les choix structurels. Alors, je sais bien, on a recréé le plan, on a nommé Bayrou. J'ai quand même, si vous voulez, un peu de mal à imaginer une qualité de coopération forte entre les grandes entreprises et les acteurs publics, comme la Corée du Sud sait le faire depuis 70 ans. Les États-Unis, dans le spatial, dans le militaire, savent le faire. J'ai un peu de mal là-dessus. Et de toute façon, je crois qu'il faut aller plus loin. Pour une fois, on a du temps. Hein. Pour une fois, l'Allemagne nous a lâché sur les critères de déficit public. Il fallait aller plus fort. Il fallait vraiment une rupture. Juste un petit mot sur le réveil européen. Alors, c'est le plan de relance du mois de juin. Le jeune homme en haut à gauche, c'est Alexander Hamilton. C'est le premier secrétaire d'État au Trésor du premier président des États-Unis. George Washington, c'est lui qui a mutualisé la dette des États fédérés en 1790, les États fédérés qui étaient grevés de dettes à cause des guerres d'indépendance contre le Royaume-Uni. Voilà. Et donc on dit, moi j'ai pas de mal à vous dire que ça a été un petit, ce qu'on a fait au mois de juin, c'est un petit Hamilton moment, parce que pour la première fois, on a décidé d'émettre une dette européenne en favorisant des subventions du nord vers le sud, sans trop de conditionnalité. Donc, on a eu un petit Hamilton moment. Voilà, c'est pas mal. Il y a 390 milliards sous forme de subventions, 3% du PIB européen. Si vous rajoutez les emprunts, c'est à 5,5% du PIB européen. C'est pas mal foutu comme système. On emprunte et on verse les fonds, 70% des fonds avant 2022 et on rembourse qu'à partir de 2028, c'est pas mal. Est-ce qu'on a franchi le Rubicon, même à 3% du PIB? Oui, on a franchi le Rubicon. C'est une première étape de mutualisation budgétaire européenne. Il fallait Covid apparemment pour changer l'état d'esprit d'Angela Merkel. Et donc, c'est pas mal fait. C'est un petit Hamilton moment. Je voudrais juste vous dire qu'il était temps d'agir. Je vais juste vous présenter un graphique. Il est désespérant, désespérant de ce qu'on a fait, des erreurs européennes depuis Lehman Brothers. Regardez sur la droite, ça c'est le PIB en rouge, c'est le PIB européen en dollars, de la zone euro en dollars. Et en bleu, c'est le PIB américain en dollars. On était au même niveau au moment de Lehman Brothers. Avant Covid, ils étaient à 22 000 et nous, on est resté au même niveau. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire, le dollar c'est un peu apprécié, mais enfin quand même, c'est désespérant de regarder ce graphique. Toutes nos erreurs en termes de politique budgétaire, de politique monétaire, de surenchère prudentielle, de baisse des coûts salariaux en Europe du Sud, ça a été un désastre. Il était temps, cet ajustement déflationniste stupide imposé par l'Allemagne, ça a été un désastre pour l'Europe. On a perdu en substance économique depuis 12 ans. Il était temps de se réveiller. Et c'est bien que Covid-19 ait plutôt joué un rôle de prise de conscience. Vous voyez, comme disait le grand Charles Péguy, il ne suffit pas de toujours dire ce que l'on voit, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il faut voir ce que l'on voit. Et il faut voir, c'est le déclassement européen qui tient pour beaucoup aux normes de politique économique en Europe. Et c'est bien que pour une fois, Angela Merkel s'en soit un petit peu aperçue. Voilà. Trump-Biden, Trump-Biden,
Trump, c'est un type tout à fait extraordinaire. Enfin, je veux dire, lui aussi, c'est un personnage historique. Il se paye une récession. Vous savez que la loi historique aux États-Unis, c'est que quand un président se représente pendant une période de récession, sauf exception, vous n'êtes pas réélu. Voilà. Donc il a eu la récession et il a eu une gestion, on va dire, assez calamiteuse en termes de communication de Covid-19. Donc normalement, il est battu voilà, sans problème. Et ben, il remonte dans les sondages, il remonte dans les marchés prédictifs. Il remonte, regardez, page 51, il remonte dans les swing states. Et ça, l'un des swing states les plus importants, c'est la Floride. Vous voyez, il remonte. Pourquoi il remonte? Parce que, Biden est assez mauvais, il n'est pas très charismatique, il va fêter bientôt 78 ans, il n'apparaît pas très, très bien en forme. Et puis, il y a un truc qui s'est passé depuis 4 mois, c'est qu'il y a eu des émeutes aux États-Unis. Et vous savez très bien que quand il y a des émeutes, en général, c'est le parti de l'ordre, le parti de la loi et de l'ordre, derrière lequel se range Trump, qui l'emporte. L'exemple le plus symptomatique, c'est en 1968. En 1968, c'était horrible aux États-Unis. Vous aviez des émeutes raciales tous les jours, des manifestations contre la guerre du Vietnam, vous aviez la garde nationale, des morts, l'assassinat de Martin Luther King, de Robert Kennedy, qui était le favori de la présidentielle, et qui sait qu'on a profité, c'était le représentant de la loi et de l'ordre qui s'appelait à l'époque Richard Nixon. Voilà. Alors le marché, pour l'instant, il se dit, il n'a pas eu trop peur de la victoire de Biden. Il dit, bon, allez, Biden, d'abord, il ne va peut-être pas avoir la majorité au Sénat. Bon, il ne va pas oser remonter ses impôts parce que l'économie américaine est fragile. Après tout, il veut quand même des relances d'infrastructures pour 1 500 milliards de dollars pour être favorablement accueillis. Et puis, au niveau de la forme, il va, au niveau des relations, sur la forme, encore une fois, des relations avec la Chine, il va faire baisser la volatilité. Bon, voilà. Alors, je vous dirais, moi, par rapport à ça, attention quand même, parce que pour Wall Street, je dis bien uniquement pour Wall Street, il faut quand même mieux avoir Trump. Voilà. Je suis un peu direct, mais enfin, la hausse du taux d'impôt sur les sociétés, du taux sur les transactions financières, des plus-values, de l'impôt sur le revenu, etc., c'est quand même pas très favorable à Wall Street. L'interdiction du fracking, les énergies fossiles, c'est quand même très favorable à Wall Street. Donc, globalement, je pense que le marché exagère un peu. On verra ça dans les prochaines semaines. Alors après, on peut jouer Biden quand même. Biden, c'est favorable aux énergies renouvelables, les materials pour les infrastructures, les valeurs de consommation discrétionnaire à cause de la hausse du salaire minimum, les actifs asiatiques, etc. On peut jouer des choses, si vous voulez, sur la bourse. Mais dans l'ensemble, il faut mieux quand même Trump. Alors après, si Biden est élu et il n'a pas la majorité au Sénat, je vous dirais que c'est moins… Voilà. Après, sur les marchés, vous avez une reprise des marchés depuis le 23 mars. C'est la plus forte reprise des marchés qui suit une récession. C'est pas mal. Je vous dirais, page 57, que je suis encore, pas à court terme, à court terme, je suis un peu prudent, mais à 6 mois, je suis encore modérément haussier sur le marché action parce que notamment la reprise encore. Je crois que les politiques monétaires vont rester accommodantes, les politiques budgétaires vont rester accommodantes. Je pense que la prime de risque aujourd'hui entre les actions et les obligations favorise les actions. Voilà. Et en plus, encore une fois, le momentum de révision des résultats est repassé positif aux États-Unis depuis 2 mois, en Chine également, et en Europe, je pense qu'on a fait l'essentiel en termes de révision baissière et que maintenant, on va aller vers des révisions haussières. La prime de risque aux États-Unis, vous voyez, grâce à la baisse des taux, il faut dire que vous avez des taux à 0,50, taux 10 ans à 0,50, vous avez une prime de risque au-dessus de la moyenne aux États-Unis, donc c'est plutôt favorable aux actions. Est-ce qu'il y a une bulle dans la tech? Oui, alors les gens me disent toujours, est-ce qu'il y a une bulle dans les GAFAM, par exemple? Les GAFAM, oui, ça surperforme nettement sur la décennie tout le reste de la cote, ça c'est sûr. Ça rappelle un peu les MICO. Les MICO, vous en rappelez, à la fin des années 90, les grandes stars de la nouvelle économie, Microsoft, Intel, Cisco, Oracle, ça rappelle un peu ça. Simplement, je voudrais juste vous rappeler, par rapport à cette question, parce qu'il doit y avoir des investisseurs parmi vous, que le rapport cours sur bénéfice actuel des GAFAM, aujourd'hui, il est un peu plus de 40. Sans Amazon, vous êtes à 35. Je voudrais juste vous rappeler que les MICO, en mars 2000, on était à 90, plus du double. Sur le Nasdaq, on est à 37, 38. Aujourd'hui, sur le Nasdaq Composite, en mars 2000, on était à 72. Vous avez une prime de risque positive sur la tech. La tech, les visions des analystes de la tech, c'est des visions à 12-13% de croissance des résultats lents. Sur les MICO, en mars 2000, c'était le double. La tech, c'est grand gagnant de Covid-19. La tech, ça n'a pas beaucoup de dettes, ça a beaucoup de cash et donc ça intéresse quand même les investisseurs. On n'est pas en bulle.
Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter ce soir, la semaine prochaine. Il faut faire un petit peu attention, notamment sur certaines valeurs. Mais je ne pense pas qu'on soit en bulle GAFAM. Par contre, et ça c'est le point, il y a un excès de concentration. C'est-à-dire que les GAFAM, c'est 23% de la cote. Les Nico, en mars 2000, c'était seulement 14% de la cote. Alors attention, parce que notamment notre ami Biden propose de réguler un peu la tech. Notamment, il propose de mettre la législation antitrust sur la tech. Ça peut, je ne crois pas qu'il ira très loin dans le fond, parce que c'est très difficile à faire, mais ça peut un petit peu heurter la performance de la tech au cours des prochains mois si jamais il était élu. Voilà ce que je voulais dire sur le marché, voilà ce que je voulais dire sur la crise. Et bien évidemment, j'ai un petit peu dépassé mon temps de parole, j'ai fait 45 minutes. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible pour y répondre. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. Alors effectivement, on a un tout petit peu dépassé le temps imparti, mais vous avez été absolument passionnant, extrêmement engagé et nous sommes très très contents ici au Monaco Economic Board de votre exposé qui est très clair et très intéressant. Alors si vous le voulez bien, comme on a un tout petit peu dépassé, on va juste prendre deux questions. Une a été posée pendant le débat et l'autre, enfin pendant l'exposé, et l'autre a été posée à partir du moment où on a annoncé que vous seriez là. Alors, je vais commencer avec la question qui a été posée il y a quelques jours et mon directeur général adjoint, Justin Hyman, posera la question qui a été posée pendant le débat. Alors, voici la question. La croissance est affaire d'énergie entre pic pétrolier et réserves finies, c'est-à-dire les terres rares, l'uranium 235, etc. La croissance est-elle encore possible? Doit travailler dès maintenant un système de décroissance prenant en compte la biocapacité? Mais non, bien sûr que non, évidemment. D'abord, il y a… c'est un vieux débat, ça, depuis Malthus. Malthus a eu tort depuis 2 siècles dans l'histoire économique. L'innovation technologique est en mesure de limiter les émissions de CO2. Tous les travaux les plus sérieux qui ont été menés sur la question le montrent. Il y a simplement une question d'horizon, une question de choix politique, une question de volonté politique. On a tout à fait la capacité aujourd'hui de limiter les émissions de CO2, y compris dans le cadre du sommet de Paris, et pas seulement en Europe, dans le monde. C'est une question, encore une fois, de choix politique et démocratique. Il est heureux d'ailleurs de voir que les plans de relance qui sont annoncés, en particulier en France, en Europe, vont plutôt dans ce sens. La transition énergétique, la gestion du changement climatique est tout à fait possible et je dirais même souhaitable dans le cadre de la croissance. Avec la croissance, on a besoin et de la croissance et du changement et de l'adaptation au changement climatique. Croire à la décroissance, c'est la régression totale. La décroissance, c'est la régression politique, économique et sociale. Et d'ailleurs, qui ne résoudrait pas les problèmes de fond du changement climatique, parce qu'on n'aurait pas les ressources financières, évidemment, pour gérer ce changement climatique. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Merci beaucoup. C'est une réponse sans appel et très positive. Alors, Justin Hyman a collecté une question du public. Oui, donc un sujet d'actualité. Que pensez-vous du Brexit maintenant après Covid? Est-ce que c'est devenu quasiment un non-événement ou est-ce que ça va revenir sur le tapis très prochainement? Vous savez, ça fait 4 ans que je parle de Brexit Forever. Moi, je vous ai dit depuis longtemps que Brexit, on en entendrait parler pendant 10 ou 15 ans. Donc là, vous voyez, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que le référendum a été adopté, donc on en parle. Et je parie avec vous qu'on en parlera l'année prochaine, en 2023, 2024, 2025. C'est un processus qui va durer très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est très complexe, c'est très compliqué à sortir d'une union douanière et du marché unique comme l'Europe. Le Groenland, c'est la seule structure qui s'est sortie d'Europe en 1985. C'est une unité politique de 50 000 habitants. Il a fallu 3 ans de négociation. Il y avait 3-4 sujets à gérer. Là, vous avez des milliers de sujets à gérer. Donc, ça va prendre des années, des années. Bon, là, ce que nous a fait Boris, c'est un petit coup de force juridique. Je ne crois pas à sa volonté vraiment d'aller vers un no deal le 31 décembre. Ça, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni va pas très bien au plan économique, va même plus mal que la France. Il y a eu beaucoup de ratés sur Covid-19. Il y a une menace très claire de référendum en Écosse avec les derniers
sondages qui montrent que l'Écossais serait favorable pour la première fois à une sortie du Royaume-Uni. Non, Comte, il met la pression, il fait toujours, il l'a fait l'année dernière pour l'accord de retrait, il met la pression pour négocier sur d'autres points qui, à mon avis, sont beaucoup plus importants, c'est-à-dire les aides d'État, la pêche, le pouvoir de la Cour de justice des communautés pour régler les conflits. Ça, c'est beaucoup plus important, si vous voulez. La question de l'Europe du Nord, de l'Irlande du Nord, parce que la question sur l'Irlande du Nord, si vous voulez, il n'a pas envie, lui non plus, de revenir sur les tensions d'avant les accords de la Toussaint de 1998. Il n'a pas envie de régénérer une guerre civile sur le continent irlandais. Donc, vous voyez, donc, c'est de la communication, c'est de la pression. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il va y avoir un accord minimal d'ici la fin de l'année et qui jettera les bases de négociations futures qui vont durer des années et des années. Donc, Brexit Forever, ça continue. Merci Jean-Pierre. Contrairement à ce que j'ai annoncé, on va quand même faire passer une question in extremis sur le fil du rasoir parce qu'elle me semble très importante. Et Monaco, dans tout ça, vous qui êtes un fin connaisseur de la principauté, comment Monaco peut tirer son épingle du jeu? Par l'attractivité de la place de Monaco. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une spécialisation monégasque qui est un petit peu plus marquée, qui est plus pointue, bien évidemment. Hein. Mais encore une fois, quand on parle de relocalisation, etc., ou de changement de l'organisation productive mondiale, je crois que la question de l'attractivité du territoire reste entière. Voilà. Alors, simplement, là, il y a l'activité touristique, il y a l'activité hôtelière qui est particulièrement marquée. Certaines activités financières, enfin pas toutes, mais il y a une petite partie d'activités financières qui sont marquées. Je le disais tout à l'heure, la restauration, une petite partie du tourisme quand même. Hein. Donc, il y a des challenges tout particuliers, un petit peu plus particuliers pour la principauté. Mais je crois que la principauté a su s'adapter au cours des dernières années et au cours des décennies précédentes grâce à ses marges de manœuvre, à une certaine forme de flexibilité qu'elle a manifestée, qu'elle, à mon avis, sera manifestée dans les années futures. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre pour votre exposé brillant et qui nous honore. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je voudrais aussi remercier doublement Hervé Husson en tant que représentant d'Ascoma et bien sûr en tant que bientôt nouveau représentant de Juto et Husson sur la principauté. Merci à notre partenaire et nous espérons vous retrouver vite. Alors ce brillant exposé sera disponible en replay et nous vous enverrons bien sûr le lien pour pouvoir y accéder et le consulter. Et puis, nous vous invitons à venir voir notre prochain webinaire qui aura lieu le 30 septembre à 17 h et qui sera consacré au tourisme. Vaste sujet, comme l'a exprimé Jean-Pierre Petit, un sujet qui est bien sûr au cœur de la crise Covid-19. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.